Il a signé un pacte avec le diable et tout d'un coup il est devenu un artiste hyper talentueux, hyper connu. Mais en contrepartie, il est mort très jeune. Je suis sûr que ce genre d'histoire, vous l'avez déjà entendu. Et il y a même beaucoup d'artistes actuellement qu'on dit qu'ils ont signé un pacte avec le diable. Donc il y a toujours ce genre de rumeurs qui circulent. Aujourd'hui, je vais vous parler de Sinners, mais pas du film en globalité. Je vais vous parler plus précisément des références qui ont été utilisées dans ce film, dont une en particulier. Si vous êtes sensible à l'art, à la culture, la pop culture de façon générale et à l'Afrique, bienvenue sur Pio World. Je m'appelle Pio et ensemble partons à la découverte de tout ça. Avant de parler du film Sinners, je souhaiterais vous faire découvrir mes créations. Là, il y a des reproductions de monuments célèbres, de monuments connus d'Afrique, tels que le monument de la Renaissance africaine, le monument des Agodiers, Amazon du Dahomey. Donc vous pouvez la voir en figurine, en statuette, que vous pourrez fièrement exposer sur vos bureaux, dans vos espaces. Elles sont disponibles également en porte-clés que vous pourrez emporter partout, l'accrocher à votre sac et c'est totalement résistant. Tout dernièrement, j'ai créé un buste de Thomas Sankara que voici. Donc, si vous voulez l'acquérir, je vous invite à aller sur le site www.pioworldshop.com. C'est quoi Sinners? C'est un film de Ryan Coogler qui est un réalisateur américain. Il a réalisé plusieurs films dont les plus connus sont Creed, Black Panther. Et ce film raconte l'histoire de deux jumeaux interprétés par Michael B. Jordan, que vous retrouverez d'ailleurs dans plusieurs des films de Ryan Coogler. C'est que la collaboration entre les deux fonctionne plutôt bien. Disclaimer, si vous comptez regarder ce film et que ce n'est pas encore fait, je vous conseille d'aller regarder avant de voir cette vidéo parce que je vais spoiler. Ce sont des jumeaux qui étaient des gangsters. Précédemment, ils auraient fait aussi la guerre. Je crois que c'est la Première Guerre mondiale. Et à travers ce qu'ils ont fait en ville, ils se sont enrichis. Et ils sont retournés dans leur coin, dans leur village, je dirais, pour ouvrir une taverne qui est réservée aux Noirs. Avec de l'animation, de la musique, un bar. Ils ont acheté cet endroit à des personnes du Ku Klux Klan. Bon, bref. Et pendant leur aventure, ils ont rencontré plusieurs personnes. Ils ont revu des gens qu'ils connaissaient. Ont rencontré des personnages qui ont été mis en scène de façon très intéressante. C'est ça qui est intéressant avec Ryan Coogler dans ce film en particulier. C'est pas l'histoire en elle-même de façon générale. Il y a des éléments surnaturels tels que des vampires et plusieurs éléments. Et le scénario, je dirais, est plutôt classique. C'est du vu et du revu. Mais par contre, ce qui n'est pas vu, ce qui est exceptionnel avec ce film, c'est la façon dont il a mis en œuvre les références, c'est la façon dont tout est représenté. Et là, on voit la différence entre un réalisateur qui a des références culturelles différentes. Un autre réalisateur, un occidental, il ferait le film suivant ses références quand on parle des vampires et tout ça. Mais là, on voit des références par rapport à ce qui vient d'Afrique, ce qui vient de la culture afro-américaine, en l'occurrence la musique et plusieurs éléments. Bon, bref, je vous invite à aller voir le film. Bien évidemment, c'est pour un public averti, c'est pas pour les enfants parce qu'il y a du gore et il y a beaucoup de choses pas trop recommandables pour des enfants. Bon, bref. En gros, ce sur quoi je veux m'appesantir, c'est par rapport à un artiste dans le film qui s'appelle Samuel. Et dès que je l'ai vu, j'ai compris de qui on voulait parler. En fait, c'est de Robert Johnson. C'est un artiste dont la légende raconte qu'il aurait signé un pacte avec le diable. Apparemment, quand il était jeune, il voulait percer dans la musique, dans le blues en particulier, mais il n'était pas très bon en guitare. Et du jour au lendemain, il est devenu très bon en guitare, il est devenu exceptionnel, il est devenu célèbre. Il a gagné beaucoup d'argent, il a eu beaucoup de notoriété, etc. Et la légende raconte que il rentrait chez lui, il faisait très tard, et un personnage vêtu de noir, une ombre carrément, avec un chapeau qui cachait son visage, tout noir, et a pris sa guitare, l'a accordé, et il aurait signé un pacte avec lui, ce serait le diable en réalité. Après ça, il est devenu une légende de la musique. Ce serait le premier artiste à avoir entamé la légende des 27. En effet, il est mort à l'âge de 27 ans, très jeune, et plusieurs autres artistes, après des années aussi, il y en a plusieurs qui sont morts à l'âge de 27 ans, dont Amy Winehouse,
Jimi Hendrix, il y en a plusieurs. Il suffit d'aller chercher le clan des 27 et vous verrez la liste de tous les artistes qui sont morts à cet âge-là. Est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce que ce sont des gens aussi qui ont signé un pacte avec le diable? Telle est la question. Bref, ça c'est pour ceux qui croient à tout ce qui est superstitieux. Mais pour ceux qui n'y croient pas, apparemment, il était pas très bon en guitare. Il faisait de l'harmonica et là, il se débrouillait bien. Mais il a rencontré un mentor qui l'a appris comment maîtriser la guitare, comment devenir très bon. Il a beaucoup pratiqué. Et ce qu'il n'arrivait pas à faire parce qu'il travaillait dans les champs. Mais étant donné que c'est quelqu'un qui a beaucoup de charme, il se serait mis en relation, il aurait même épousé une dame qui est beaucoup plus âgée que lui et qui avait beaucoup d'argent qui l'entretenait. Donc ça fait qu'il a eu du temps pour perfectionner la guitare et apparemment il aurait discuté avec quelques-uns de ses amis par rapport à cette légende. En fait, il y aurait un autre artiste qui s'appelait Tommy Johnson. Donc ils ont le même patronyme Johnson. Et cet artiste clamait haut et fort qu'il aurait rencontré le diable et qu'il aurait signé un pacte avec lui. Donc des gens disent soit ça s'est répercuté sur lui, sur Robert Johnson, ou soit Robert Johnson aurait repris ça à son avantage. Et quoi qu'il en soit, en tant qu'artiste, ce genre de légende, ça attire l'attention, ça attire les foules. Donc ça, c'est pour ceux qui veulent l'histoire terre à terre. Est-ce que vous êtes superstitieux, vous êtes religieux, vous croyez à la légende qu'il aurait signé un pacte avec le diable, ou soit vous êtes juste terre à terre et vous vous dites c'est quelqu'un qui a perfectionné son art. Donc quoi qu'il en soit, à vous de juger. Donc dans le film de Ryan Coogler, Sinners, il y a le personnage de Samuel qui représente cet artiste. Il est très talentueux. Il y a même une scène où il était en train de chanter dans la taverne. Et il y a des âmes d'artistes, que ce soit des artistes du passé ou même du futur par rapport à cette époque-là qui seraient des gens de notre présent. Parce qu'il y avait des DJ, il y avait des gens qui font du hip-hop qui étaient apparus. Il y avait des personnages vaudous. Il y avait même les Aouli. Ce sont des initiés qui font une danse particulière du côté de la Côte d'Ivoire. Il y a même des griots aussi qui apparaissent à un moment. Et cette séquence a été représentée d'une façon très particulière avec la musique et tout ça. Et la chanson de Samuel a attiré un vampire. Le vampire originel, je dirais, de cette région, parce que quand on regarde dans le film, il y a des références qui montrent qu'il serait venu en bateau d'un autre endroit. Il est arrivé là-bas, donc c'était le seul vampire qui était chassé par des Amérindiens qui n'ont pas réussi à l'avoir. Il a transformé d'autres personnes en vampires. Et lui, avec ses deux comparses, sont arrivés là-bas, attirés par la chanson de ce jeune homme, parce qu'il voulait absolument qu'il lui rejoigne. Parce qu'il se nourrit de ça, il se nourrit des souvenirs, il se nourrit de chansons, il se nourrit des expériences des autres. C'est ce qu'on a compris avec le temps. J'ai bien aimé la façon dont ça a été mis en scène. À part ça, il y a quelques références qui ont été glissées subtilement dans le film, qui ne sont pas expliquées directement, mais c'est quelque chose, quand on connaît un peu l'histoire ou quand on fouille un peu, on comprend. Il y a l'un des jumeaux qui est allé dans une boutique où il y avait un homme asiatique avec sa fille qui vendait des trucs, il a acheté des choses. Et à un moment, il a fait appel à sa femme qui, je crois, devait faire le signe de la taverne, donc le panneau. Et elle se trouvait dans une boutique qui se trouvait de l'autre côté, dans l'autorue. Il se trouve que, si vous observez bien dans le film, il y a un côté où il n'y avait que des noirs et il y a un autre côté où il n'y avait que des blancs. Donc, c'est pour montrer la ségrégation qu'il y avait à cette époque-là. Et vu que ce sont des Asiatiques, donc eux, ils ont la possibilité de servir les noirs, de servir les blancs aussi. Donc ça fait qu'ils ont deux boutiques qui sont de chaque côté de la rue. Et bien évidemment, pour que la femme vienne, quitte l'autre boutique, il a fallu que ce soit leur fille qui aille de l'autre côté pour pouvoir l'appeler, prendre la boutique pour que la mère puisse se déplacer. Donc ça, c'est une référence plutôt intéressante. Il y a aussi des références par rapport au Ku Klux Klan.
Il y a aussi des références par rapport à Al Capone, par rapport au film de gangster, la façon dont les jumeaux sont habillés, la façon dont ils agissent, les armes qu'ils utilisent, les voitures qu'ils roulent, leur attitude. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas rentré dans le cliché des films du genre qui parlent de ségrégation et tout ça. Mais il a montré ce genre d'éléments de façon subtile. Donc on s'est concentré plutôt sur le scénario, sur l'histoire qu'il raconte. À part ça, il y a le concept d'invitation. Les vampires, certes, ils sont puissants, mais ils ne peuvent pas tout faire. Il y a des règles à respecter. Il faudrait qu'on les invite à rentrer. Donc, les 3 vampires, ils étaient devant le bâtiment à discuter avec les autres et ils ont demandé à ce qu'on les invite à rentrer. Donc, ils ont tout fait, ils ont essayé de les convaincre et si on n'accepte pas qu'ils puissent être invités, ils ne peuvent pas venir. Donc, ce concept est plutôt intéressant et ça montre que dans la nature, même si tu es tout puissant, tu ne peux pas te permettre de faire tout ce que tu veux. Il y a des règles à respecter. Bon, bref, c'est l'une des interprétations que j'ai. Et pour que les personnes, les noirs dans la taverne puissent être infectés, il a fallu que ce soit une personne de leur rang. Bref, pas vraiment de leur rang, mais une personne qui soit entre les deux, parce qu'il y a une femme blanche qui était la seule même d'ailleurs, qui était à l'intérieur, qui semble-t-il aurait des origines noires et qui serait l'ancienne copine de l'un des jumeaux. Il a fallu que ce soit elle qui se fasse infecter à l'extérieur pour pouvoir rentrer. Et quand elle est revenue, elle était bien à l'intérieur, elle est sortie. Quand elle est revenue, elle a discuté avec le garde qui est devant. Elle a demandé l'invitation de façon subtile à rentrer à l'intérieur. Donc, s'il était renseigné, il aurait compris que c'est bizarre. Mais elle était déjà là. Pourquoi est-ce qu'elle demande une invitation à rentrer? Et il a accepté, elle est rentrée. Et c'est lorsqu'elle est rentrée qu'elle a commencé par infecter les gens et tout ça. À un moment donné, quand ils étaient en train de se battre et tout ça, et que ça devenait compliqué, il y a eu beaucoup de jeux de psychologie qui ont fait qu'ils ont pu rentrer. Certes, ils sont très forts. Normalement, dans les autres films de vampires, les vampires, ils arrivent quelque part, ils se battent, ils utilisent la force, ils cassent tout, ils rentrent. Mais là, ils ont plus utilisé des jeux psychologiques et je trouve que les dialogues ont été faits de façon très intéressante, très particulière. Bref, à part ça, comme référence, il y a aussi à la fin, lorsque le jeune Samuel était en train d'être attaqué par le vampire originel, il a commencé par réciter le Notre Père, étant donné que son père est pasteur. La réaction du vampire était très particulière. Il a continué la prière et il a même raconté que c'est une prière qu'il connaît très bien. Les religions, c'est son truc. Et le fait qu'on parle d'anges, de démons et de tout ça, c'est quelque chose auquel il a été beaucoup confronté. Et sa réponse était très particulière et pourrait même causer polémique pour ceux qui sont très religieux. Donc ça, je vous laisserai regarder, mais je trouve ça plutôt intéressant. Ce sont des références très intéressantes qui, pour moi, apportent le message selon lequel nous n'avons pas tous le même paradigme et que la façon dont les uns voient les choses peut être interprétée d'une autre façon par les autres. On n'a pas les mêmes objectifs de vie, on n'a pas les mêmes croyances, mais une chose est sûre, on est tous sur Terre et nous sommes soumis aux lois de la nature. Tu as beau prier n'importe comment, si tu n'agis pas, si tu ne fais pas des efforts, si tu n'es pas dans l'action, tu n'auras jamais de résultat. Bref, c'est comme ça que j'analyse cette partie. Je voulais juste parler des références, en particulier celle de Robert Johnson, mais j'ai fini par faire une analyse du film. J'espère que vous avez appris de nouvelles choses. Dites-moi ce que vous en pensez, donnez votre avis en commentaire, abonnez-vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Notre culture est magnifique. Ciao, ciao.